travaille chez Make Sense au développement du pôle entrepreneur. Merci beaucoup d'être ici. Est-ce que tout va bien pour le moment? Ça va. Désolé pour ceux qui ont un peu attendu en arrivant pile à l'heure. Il est encore temps, si vous voulez, les toilettes sont là-bas, d'aller vous chercher un petit truc à boire ou à clignoter avant qu'on commence les échanges. Voilà, ça va laisser le temps aux dernières personnes d'arriver. Vous trouvez tous des chaises? Ok. On y va? Très bien. Pour qui c'est la première fois qu'ils viennent dans ce lieu? Une bonne majorité quand même. Bon alors je le redis, du coup, bienvenue chez Make Sense. Je vous propose un petit mot d'intro très classiquement avant qu'on commence la discussion. Ici, vous êtes dans les locaux de l'association Make Sense. On est 85 en France à travailler auprès du grand public citoyen, des porteurs de projets à impact, notre rôle d'incubateur. Je crois que ça sera pas mal au cœur de nos essences ce soir. Et aussi à accompagner des grandes organisations à mettre plus de planètes, de femmes et d'hommes au cœur des modèles économiques. L'association, elle a fêté ses 10 bougies l'année passée. Et l'espace dans lequel vous le trouvez, il a vraiment pour vocation d'être ouvert sur l'extérieur. Donc vous voyez l'espace qui est derrière vous, c'est un tiers-lieu. C'est aussi l'occasion de vous dire qu'il est toujours disponible si vous êtes dans le coin, que vous cherchez un endroit où bosser ou que pour d'autres raisons, vous cherchez un espace pour votre initiative ou votre asso. Bienvenue chez Make Sense, ça c'est fait. Cadre général de l'événement. Alors oui, ça, au risque d'être un peu convenu, c'était hyper important ce matin, on se réunissait avec toute l'organisation Make Sense parce que je pense que comme beaucoup d'entre vous aussi, on est pas insensible à l'actualité terrible qui frappe le continent aussi, et c'était important pour nous de dire qu'on construisait tous ces événements-là, mais qu'on avait aussi une pensée assez forte pour toutes les personnes qui sont en train de souffrir sur le front en Ukraine. On tenait à rappeler en tant qu'organisation à impact les liens qui peuvent exister entre notre activité, la construction de la démocratie, la construction de la paix. Je crois qu'on se sent tous un petit peu perdus par rapport aux événements en disant mais c'est quoi moi mon moyen d'agir, et on est convaincu que une société durable, inclusive, qu'on peut construire avec ce dont on va parler aujourd'hui, c'est aussi sans doute la meilleure réponse face à la montée des extrêmes. Pourquoi on est là ce soir? Donc, on est là, je vous présentais Make Sense, mais vous avez vu aussi l'autre kakémono qui est celui du mouvement Impact France, que je laisserai se présenter, mais en deux mots, le mouvement Impact France, avant le MOVE, travaille depuis 10 ou 15 ans maintenant à soutenir celles et ceux qui proposent un autre modèle de société à travers l'entrepreneuriat à impact. Depuis la mandature, il y a 1 an et demi maintenant, de Jean Moreau et Eva Sadoun, la théorie du changement, comme on dit, dans le mouvement du mouvement s'est encore élargie avec une part importante autour de la transformation de l'économie traditionnelle. On aura le temps de mettre des exemples un peu concrets derrière cette belle phrase de plaidoyer. Concrètement, aujourd'hui, le mouvement Impact France cherche à proposer des solutions pour, comme c'est écrit ici, changer la norme et faire de l'économie à impact la manière normale, basique d'échanger aujourd'hui. Dans ce cadre-là, il y a tout un plaidoyer qui a été construit par le mouvement Impact France, ses équipes, mais aussi ses milliers d'adhérents. Ce plaidoyer-là, il est extrêmement large et il est notamment alimenté par différents groupes de travail autour de la santé, l'environnement, différents groupes de travail thématiques. Et donc, ce groupe de travail ici, autour des accompagnateurs à impact, un petit mot. Pourquoi on a fait ce groupe de travail-là assez naturellement, avec plusieurs incubateurs, accélérateurs bien connus, on a eu le besoin de mettre en commun des pratiques métiers, c'est-à-dire comment on travaille, qu'est-ce qu'on a en commun quand on sélectionne des porteurs de projets, quand on fait de l'accompagnement, quand on fait de l'accompagnement de profils justement plus éloignés de l'entrepreneuriat. En fait, en faisant ce travail-là, on s'est rendu compte aussi de défis qu'on avait en commun, de choses qui n'allaient pas, qui à nos yeux en tout cas pourraient être faites différemment dans la recherche de financement, dans le développement, dans le recrutement. Il y a énormément de sujets et donc en fait il y a eu l'envie de pouvoir ouvrir un espace où on allait faire des propositions, parce que c'est bien de ça qu'on parle, on est dans un plaidoyer, faire des propositions pour mieux comprendre et valoriser le métier d'accompagnateur à impact. Peut-être que je m'arrête là et puis je redirai un mot sur pourquoi avant de rentrer dans les échanges. Et Caroline, si ça te va de dire un mot sur ce
mouvement Impact France. Bonjour à tous, Ouais. donc, je suis Caroline Miron, je suis la directrice générale d'Impact France. Donc merci à tous d'être là. En fait, et en fait, la slide a changé. Si cette rencontre, elle est dans le cadre de ce qu'on appelle Road to 2022, c'est que effectivement le mouvement Impact France construit petit à petit une organisation patronale alternative aux organisations patronales existantes, donc qui regroupe les entrepreneurs à impact et aussi tous les entrepreneurs qui finalement développent des modèles économiques où ils cherchent à développer leur impact social et écologique au cœur de leur modèle. Aujourd'hui, on est organisé avec à peu près 4 collèges, donc 4 types d'acteurs. Des entreprises à impact, donc celles qui ont l'impact au cœur et qui partagent leur pouvoir, leurs valeurs, et donc tout leur modèle est dédié à avoir un impact positif. Les entreprises classiques qui sont en train de transformer leur modèle pour avoir de plus en plus d'impact, et notamment voilà, les entreprises à mission aujourd'hui reconnues comme ça en France. La troisième chose, c'est les réseaux. Donc en fait, au sein du mouvement Impact France, il y a des réseaux de tous les acteurs de la bio, par exemple, par exemple Picor, par exemple Commerce Équitable France, enfin, des réseaux d'entrepreneurs, des réseaux locaux aussi d'entrepreneurs comme Initiative Durable en Alsace. Et donc en ça, on fait aussi réseau de réseaux, comme le MEDEF peut le faire par ailleurs dans un autre genre. Et on a un collège qui s'appelle Écosystème, donc avec les accélérateurs, les accompagnateurs et les financeurs. Et finalement, ça fait à peu près 10 000 entreprises, entrepreneurs représentés, qui sont présents partout en France sur plein de thématiques différentes. Donc l'idée vraiment, c'est de porter une voix nouvelle et en même temps de pouvoir faire que l'économie se transforme et que la part des entreprises à impact soit de plus en plus grande et que la part des entreprises qui se transforment soit de plus en plus importante. Et pour cela, on a des propositions très concrètes qu'on fait aux entreprises, aux entrepreneurs, pour qu'eux puissent trouver les solutions pour se développer ou se transformer, mais qu'on fait aussi aux pouvoirs publics, locaux, nationaux, pour qu'ils soient des partenaires des entreprises pour les aider à prendre ce virage, les aider à créer dans ce cadre-là. Parce que finalement, on le sait aujourd'hui, se transformer ou créer comme ça, on n'a pas obligatoirement beaucoup d'incitations aujourd'hui ou d'aides qui permettent de pallier d'une certaine manière l'intégration de l'intérêt général, en fait, des enjeux d'intérêt général à la hauteur de ce que nos entreprises font. Donc en ça, on a développé un plaidoyer. Les présidentielles, les législatives, c'est un moment très clé. Et donc on a sorti un manifeste de l'économie de demain qui a déjà été signé par plus de 4500 entreprises, entrepreneurs, et du coup qui intègre des éléments clés, par exemple la création d'un statut d'entreprise à impact, donc de pouvoir valoriser avec un statut et des avantages associés les entrepreneurs qui ont au cœur de leur modèle leur impact, et donc d'améliorer en ça l'agrément ESUS existant pour les connaisseurs, et par exemple de créer aussi un index impact, donc une base commune à toutes les entreprises sur une quarantaine d'indicateurs clés pour faire la transparence sur leurs engagements et pouvoir in fine les encourager, les inciter à pouvoir s'améliorer via les aides de l'État existantes. Donc voilà, l'idée c'est que c'est dans ce cadre-là, des présidentielles, des législatives. Donc on s'est dit avec Basile qu'il y avait quelque chose à faire aussi pour valoriser, développer ces acteurs clés que sont les accompagnateurs, accélérateurs, incubateurs dans l'écosystème français. Voilà. Merci Caroline. D'être là. Merci. Vous pouvez participer. Et donc on vous fera le petit mail, le compte rendu qui va bien en sortie d'événement, au sein duquel vous pourrez retrouver tout le manifeste 2022 du mouvement Impact France. Je vous invite vraiment à aller le voir, parce que comme l'a dit brièvement Caroline, il y a des choses très concrètes en fait. Quand on parle de fiscalité écologique, qu'est-ce que c'est? Il n'y a pas besoin d'être un expert et se dire en fait c'est pas pour moi. Je pense qu'il y a plein d'arguments à importer et à réinjecter peut-être dans des discussions qu'on va tous avoir dans les prochaines semaines.
Donc merci le Mouvement Impact France aussi pour nous aider à organiser cet événement, à donner le cadre. Encore 5 minutes sur le pourquoi à peine le pourquoi de ce groupe de travail, des premières idées avant qu'on rentre dans les sujets. Je pense qu'il y a eu qu'est-ce qu'on a fait en fait concrètement? Ce que vous voyez ici, c'est un point intermédiaire d'un travail qui a été démarré en avril-mai de l'année passée. On s'est à plusieurs reprises rassemblé entre incubateurs impact. Il y avait une liste ici qui n'est pas exhaustive d'ailleurs, en essayant de parler de nos défis communs, d'abord dans le contexte des régionales, puis ensuite dans le contexte des présidentielles. La question de la définition arrive assez vite. Qu'est-ce que c'est un accompagnateur à impact? Qu'est-ce que c'est à impact? Dans les grandes lignes ici, ce qu'on a voulu dire, c'est qu'un accompagnateur à impact, sa mission, c'est soutenir des entreprises sociales et ou écologiques à toutes les étapes de leur vie. Certains vont être plutôt dans la création, d'autres dans le développement. Il y a cette partie-là qui est vraiment importante. Une deuxième aussi, c'est que c'est pas uniquement le quoi, mais c'est le comment on le fait à l'heure où, et on s'en réjouit, mais de plus en plus de personnes dans le mode d'impact dans le débat public grandit. De plus en plus, on parle de start-up à impact. De plus en plus, on voit aussi d'autres accompagnateurs. Je pense qu'il y a un enjeu à être bien sûr d'avoir des bonnes pratiques métiers. Donc, ce qui nous a paru très important, donc pour être concret, c'est que nous, accompagnateurs à impact, on se revendique comme des organisations qui mettent en place un partage de la valeur et du pouvoir au sein de nos organes. Il y a une politique, ça c'est revenu aussi fort, il y a une politique d'accessibilité de nos programmes, à la fois qui soient gratuit dans la majorité des cas ou avec des tarifs différenciés. Tout ce que je suis en train de vous dire, on va le mettre sur Internet bientôt. Ce sera un résumé de nos avis. Voilà, sans rentrer trop dans le détail, c'est principalement des incubateurs et des accélérateurs, mais ils peuvent faire partie d'un ensemble un peu plus large, quand on pense à des pépinières d'entreprise, à des tiers-lieux. Je pense que quelque chose qui est important aussi, c'est qu'on n'a pas, aujourd'hui, on était un petit peu un groupe de travail à l'énergie, qui fonctionnait avec notre énergie propre. Je pense qu'on n'a pas, les gens voient ici dans la salle, il y a encore d'autres accompagnateurs. Je pense que c'est aussi un moyen d'ouvrir la démarche. Je pense qu'on a très envie aussi que d'autres groupes nous rejoignent et puissent venir partager leurs idées et enrichir le plaidoyer général. Les propositions en un clin d'œil, on va y revenir, mais ce qu'on propose d'abord, c'est de pouvoir créer un label qui rassemble les différents accompagnateurs à impact, en essayant de trancher vraiment des pratiques métiers qui nous caractérisent. Ce label ouvrant des droits et des facilités de financement par la puissance publique sur lesquelles on va revenir. Vous trouverez toutes ces ici, on va reparcourir ces propositions-là, mais on va surtout avoir des discussions sur nos métiers, comment ça fonctionne. Il y aura dans quelques jours un site internet qui représentera sur le portail du Mouvement Impact France l'ensemble des propositions concrètes. C'est OK jusque-là? Très bien. On n'est pas très nombreux, on ne prend pas de micro, on s'est mis là, donc pas hésiter à prendre la parole, comme on dit. Et, comme vous voulez, si vous souhaitez lever la main ou quoi que ce soit pour rentrer dans les échanges, c'est évidemment plus que le bienvenu. Il y aura un Q&A à la fin, mais pas hésiter à le faire entre-temps. Je pense que j'avais noté 3 parties pris qui étaient vraiment importants à redire. C'est que ce groupe de travail, il a existé parce qu'on avait envie de se rassembler autour de, je l'ai dit, de pratiques métiers partagées, comment on fait notre boulot, mais aussi de valeurs communes. Ça, c'est vraiment important. Que derrière, ça allait nous permettre de dégager des enjeux communs et de proposer des pistes de solutions. Tout ça pour dire c'est un peu un petit disclaimer pour dire on n'a pas la prétention d'avoir résolu l'ensemble des défis de l'accompagnement de porteurs de projets en 6 groupes de travail. Non, on veut humblement venir contribuer à ce projet-là. Et le dernier parti pris, c'est justement ça. Nous, on n'a qu'une envie, c'est de venir en complémentarité des initiatives existantes, historiques, j'allais dire, sur ce sujet. Ce que je vous propose sans plus tarder, c'est qu'on fasse un petit tour de table. Merci encore à toutes les 3 d'être présentes. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, je ne sais pas si on a eu le temps de vous le dire dans un mail, mais on est du coup monsieur Florentin Letissier qui était initialement prévu. J'ai eu un coup de fil de son cabinet hier midi, donc il est souffrant à annuler tous les événements de la semaine. Donc on pense à lui, c'est aussi un petit peu rageant de perdre le point de vue institutionnel, mais qu'est-ce qu'on apporte? Grâce à ça, on a Anne-Leila. Voilà, d'SOS Pulse qui viendra. Son cabinet tenait quand même à nous faire passer quelques messages clés, donc je ferai le relais durant les échanges. Voilà. Et si on a une d'entre vous qui veut prendre la parole pour se présenter, je vous en prie. Ouais, je vais commencer comme ça, on fait dans l'ordre. Très bien. Donc bonsoir à tous, je peux dire bonsoir maintenant. Je suis Louise de Rochechouart, je suis responsable de pôle à l'Avise. Très rapidement quand même. L'Avise, pour ceux qui ne me connaissent pas, parce qu'on est personne très connue du grand public,
On est une association d'intérêt général qui, en fait, depuis 20 ans, vise à développer l'économie sociale et solidaire et l'innovation sociale en France. Et donc, encore une fois, très rapidement, on a notamment 4 grands métiers. On a tout un métier d'outillage et d'orientation des porteurs de projets qui veulent créer ou développer leurs projets d'économie sociale et solidaire. On anime des communautés d'accompagnateurs impact, donc ça on en reparlera un petit peu après. On porte nous-mêmes des dispositifs d'accompagnement sur des thématiques spécifiques, par exemple le changement d'échelle, et on finance aussi des initiatives et des projets de ESS parce qu'on est organisme intermédiaire du Fonds social européen. Voilà. Et vous avez, dans les derniers mois, ouais. interviewé pas mal d'accompagnateurs aussi. Oui, en fait, tout à fait. J'étais invitée aujourd'hui parce qu'en fait, notamment dans les communautés qu'on anime, il y a la communauté Émergence et Accélération qui rassemble en fait les 120 incubateurs et accélérateurs de l'ESS, dont font partie mes 3 camarades ici présents sur scène, ce qui est important de le dire. Et en fait, on a lancé il y a 1 an, du coup, un travail aussi justement pour contribuer à promouvoir et faire reconnaître le rôle de ces accompagnateurs dans le développement des territoires et dans la transformation de l'économie. Et donc, on a... alors nous, cette communauté, ça fait déjà 7 ans qu'on l'anime, donc on a quand même capitalisé sur pas mal d'échanges qui ont été faits et on l'a complété avec notamment une 30aine d'interviews, des échanges un peu bilatéraux aussi. Et donc, on a un livre blanc qui sort dans 1 mois tout pile, le 1er avril, qui s'appelle donc « Coopérer avec les incubateurs et accélérateurs de l'ESS pour développer l'innovation sociale sur les territoires ». Je ne sais pas trop faire court en titre. Mais voilà, donc l'idée, c'est vraiment d'avoir pu formaliser dans ce livre blanc à la fois en fait, ce qui fait la particularité de ces accompagnateurs à impact, ce qui les rassemble, quelles sont les expertises et les compétences qu'ils ont développées aussi pour répondre aux enjeux de la création de projets d'ESS. Et l'idée aussi, c'était de pouvoir illustrer des modalités de coopération des acteurs publics et privés avec ces acteurs. Donc voilà, c'est le petit spoiler, ça sort dans 1 mois et à l'occasion de ça, on lance une tournée d'événements dans toute la France à partir du 1er avril. À Paris le 1er avril, puis en région tout le reste de l'année 2022. Donc ça s'appelle la tournée des territoires entreprenants. On a fait un gros effort de brainstorming. Voilà, donc pareil, en tout cas, il y aura plus d'infos sur notre site au fil de l'eau, mais donc dans 1 mois, on pourra appuyer tout cet argumentaire. Eh bien, super. Merci. Et puis, trop content que tu puisses nous partager aujourd'hui des premiers petits apprentissages de ce livre blanc. Je prends la suite. Ouais. Eh ben, bonsoir à tous. Moi, je suis Josépha Porret, directrice de l'association Ronalpia. Et Ronalpia, c'est une association One 1901 qui a pour mission de détecter, sélectionner, accompagner et accueillir les entreprises sociales sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, on accompagne des entrepreneurs sociaux à différents stades de développement, de la création au développement, à la croissance, au changement d'échelle sur la région et en proximité. On a 8 territoires d'implantation aujourd'hui au niveau régional. On est une équipe de 25 personnes qui accompagnent en proximité les porteurs de projets. Et du coup, je suis ravie d'être avec vous ce soir aussi parce qu'en tant qu'acteur de l'accompagnement très régional et très ancré territorialement, tous ces débats et ces questions nous concernent aussi pour savoir un peu quelle est notre place aussi dans le débat public auprès des différents acteurs institutionnels avec lesquels on peut travailler. Donc j'y reviendrai par la suite, mais merci pour l'invitation. Et je termine. Anne-Leïla Batel, donc je suis directrice de Pulse. Pulse, c'est une association de soutien à l'entrepreneuriat à impact qui a été créée en 2006 au sein du groupe SOS et qui est présente aujourd'hui dans une 15aine de pays d'Afrique et d'Europe. Donc au travers de programmes d'accompagnement, on en a une 20aine et de lieux, des incubateurs, on en a 5. Et donc pour vous donner un ordre de grandeur, on accompagne 2000 entrepreneurs si on considère tous ceux qui participent, y compris à des sessions courtes, etc., à des bootcamps, des actions de sensibilisation par an, et puis 550 si on regarde ceux à qui on fournit un accompagnement individualisé, hebdomadaire sur plus de 6 mois, etc., plus intensif. Et donc je suis moi aussi ravie d'être là ce soir, je vous remercie de l'invitation, et je dirais qu'au nom de Pulse, je suis là à 2 titres en tant qu'accompagnateur. Donc on accompagne, je vous disais, 500 2000 entrepreneurs en Afrique et en Europe qui portent des projets responsables, donc avec une vocation sociale ou environnementale, qui vont encourager l'emploi décent, la redistribution de richesses, développer des solutions pour lutter contre le gaspillage alimentaire, etc., etc. Je pourrais donner des exemples, je ne veux pas prendre tout le temps de parole. Ça, c'est le premier niveau. Et deuxième niveau, aussi en tant qu'accompagnateur d'accompagnateurs, c'est toujours un peu vertigineux cette mise en abîme comme ça de différentes échelles, etc. Mais c'est véritablement indispensable. Je crois que c'est tout le propos là ce soir, donc on y reviendra. Et là aussi, je ne veux pas présenter toute
toute la discussion, mais c'est évidemment indispensable d'intervenir aussi à ce stade-là. C'est vrai dans certains écosystèmes émergents. Globalement, c'est ce qu'on fait là, on utilise l'expertise qu'on a depuis 10 ans dans l'accompagnement d'entrepreneurs pour aller renforcer des acteurs dans certains écosystèmes qui sont moins matures, je pense aux Balkans, etc. C'est vrai aussi dans les écosystèmes qui sont plus matures, comme la France, pour travailler sur certains enjeux, par exemple l'accessibilité, comment est-ce qu'on rend nos programmes plus inclusifs, parce que le constat aujourd'hui, c'est que l'entrepreneuriat n'est pas assez inclusif. Et puis aussi, pour accompagner ce passage à l'échelle, cette professionnalisation. Les projets à impact, ils n'ont pas attendu d'avoir des accompagnateurs pour se lancer. Ça fait globalement 30 ans que l'entrepreneuriat social fait parler d'elle avec tout un tas d'exemples. Il y a eu, je dirais, cette preuve par l'exemple qui a un peu devancé l'écosystème. C'est ce que disait Caroline en introduction. Au bout d'un moment, si on veut passer à l'échelle, vraiment avoir un poids dans cette transition, il faut que les projets soient accompagnés. Entreprendre, c'est pas une aventure sans risque, ça mérite un accompagnement. Ça, je pense que c'est tout notre rôle et on en reparlera. Merci Leïla. Sans plus tarder, la première proposition qui a émergé au sein du groupe, c'est la création d'un label qui rassemblerait ces accompagnateurs à impact. En fait, qu'est-ce qui bloque? C'est quoi le besoin? Je suis sûr que vous êtes tous très forts en identification d'un besoin. Qu'est-ce qui va bloquer? C'est et qui nécessite donc la création d'un label, c'est la compréhension du métier d'accompagnateur et sa lisibilité au global pour les pouvoirs publics. Je pense que là, c'est extrêmement inégal. On va avoir certaines administrations centrales ou certains territoires, on parlera peut-être de la Bretagne un peu plus tard, qui vont être extrêmement en avance et auprès desquels ça va être très facile de collaborer contre des accompagnateurs. Pour d'autres, non. Et en même temps, ça se comprend. L'écosystème, il fourmille. Il y a déjà des pré-labels qui sont là. C'est pas toujours simple de se repérer. Et ce qu'on voudrait faire, c'est justement apporter cette lisibilité-là. Du coup, ça présuppose énormément de choses et je pense qu'à ce stade, la proposition, parce que la création d'un label, c'est complexe, on y revient dans une seconde, il y a déjà des choses qui existent. L'idée, c'est plutôt déjà de la proposition, c'est plutôt de réfléchir à qu'est-ce qui ferait et comment fonctionnerait un bon label. Je pense que dans les idées qui sont revenues aussi, c'est d'essayer de se mettre d'accord sur qu'est-ce qui nous est commun en termes de façon de faire dans nos métiers comme référence, enfin, comment on pourrait créer un référentiel d'accompagnement. Et puis je le redis, mais c'est indispensable quand on va dans une proposition pareille de se penser à s'articuler avec ceux qui sont déjà sur le territoire et qui font déjà le boulot en partie, notamment la CRES et les opérateurs nationaux et locaux des dispositifs locaux d'accompagnement, les fameux DLA. Et donc, on y reviendra, la création d'un label qui ouvre des ouvertures aux droits pour des financements. Avant ça, du coup, Louise, peut-être je parlais de pratique métier, un petit peu dans les 120, 130 accompagnateurs que vous avez interviewés. Qu'est-ce qui rassemble, qu'est-ce qui crée du commun entre tous les accompagnateurs dans la manière de faire? Oui, alors tu l'as dit un petit peu tout à l'heure, mais en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que tu as d'un côté des compétences et des expertises spécifiques qu'ils ont développées. Je vais détailler un petit peu après pourquoi ça a été créé. Mais en fait, il y a aussi vachement de valeur et d'engagement que chacune de ces structures porte. Je pense que c'est important aussi de le dire. C'est pas qu'un référentiel métier qui permet d'appréhender ça. Au niveau des compétences métiers et des savoir-faire et des expertises, en fait, tout simplement, les accompagnateurs à impact, les accompagnateurs de projets ESS, en fait, ils accompagnent de fait des projets qui sont particuliers, puisque c'est des projets qui relèvent de l'économie sociale et solidaire, qui ont du coup un fonctionnement particulier, que ce soit d'un point de vue d'un modèle économique, d'une gouvernance, de structuration juridique, d'ancrage local, de modèle partenarial. C'est de toute façon un fonctionnement hyper différent de celui d'entreprise conventionnelle. C'est aussi des projets qui se développent plutôt sur un temps plus long que des entreprises classiques, parce qu'on cherche à répondre à un besoin social ou environnemental. S'il y avait une solution magique, rentable, globalement, quelqu'un l'aurait déjà créée. Donc, c'est souvent des projets qui s'attaquent à des choses souvent assez complexes et qui essayent en plus de le faire de façon collaborative, collective, vraiment en impliquant pas mal d'acteurs du territoire. Donc, en fait, rien que pour accompagner ce type de projet, en fait, les accompagnateurs impact, ils ont développé beaucoup d'expertise spécifiques. Alors, déjà, comprendre un peu tout ce gloubi-boulga, parce que quand même, c'est pas non plus évident. Moi-même, je me débat encore un petit peu parfois dans les subtilités d'entreprise de l'ESS et agrément ESUS, bref. Donc, c'est pas toujours évident. Donc, rien que là-dessus, en fait, déjà, il y a un gros travail qui est d'expertise qui sont vraiment spécifiques de ces acteurs-là.
Et après, il y a des sujets en plus que ces accompagnateurs, je trouve, travaillent particulièrement. Tu as parlé tout à l'heure, Basile, et toi aussi, Ainela, l'accessibilité, par exemple, des dispositifs. Donc c'est aussi pour ses propres structures, du coup, des modèles qui sont encore un petit peu complexes. En fait, la plupart du temps, les accompagnateurs à impact sont eux-mêmes des structures qui relèvent de l'ESS, avec ces modèles économiques, de gouvernance, etc., qui sont aussi c'est un challenge, quoi, on va dire. C'est aussi ça qui est intéressant. Donc ça aussi, en fait, il y a des valeurs qui sont portées en plus de ces compétences. Donc là, c'est l'accessibilité financière des dispositifs. Aussi le fait de vouloir aller chercher, là tu l'as dit aussi, mais des publics qui sont peut-être plus éloignés de l'entrepreneuriat, qui ne sont pas le profil type de l'entrepreneur. Donc il y a aussi beaucoup d'actions qui se développent pour proposer des dispositifs d'accompagnement envers les habitants de quartiers politiques publics de la ville, ou aussi d'aller dans des endroits plus ruraux, on va en parler tout à l'heure aussi, mais où en fait, il y a moins de rentabilité finalement. Et donc il y a quand même aussi cette volonté, je trouve, dans les valeurs de vouloir transformer l'économie, et donc ça passe vraiment quand même aussi par l'accompagnement de projets. Et donc comment est-ce qu'on travaille ensemble, en fait, collectivement, accompagnateurs impact, pour réussir à accompagner toutes les personnes qui veulent entreprendre avec cette volonté d'impact. Comment on collabore ensemble, comment on fait en sorte de ne pas réinventer quelque chose, mais comment en fait on se dit qu'il y a assez de travail. Et du coup on se coordonne, on se complète, on crée de nouveaux dispositifs, etc. Et on a pas mal échangé dessus sur cette idée de création de label, qui est un travail en soi. Il y a notamment des questions qui se posent en termes de comment il fonctionne, comment on rentre, comment on sort, qu'est-ce que tu penses de tout ça, toi, et ça serait quoi moi je comprends très bien la volonté de créer un label, parce qu'en fait, comme tu l'as dit tout à l'heure, comme tout le monde est d'accord, je pense qu'il y a quand même des vraies questions de modèle économique de ces acteurs-là, de reconnaissance de leur rôle, et pas que je sors des gens du chômage, on les ramène à l'emploi, mais enfin vraiment les accompagnateurs impact, ils créent aussi à développer les projets de demain, et donc vraiment aussi la résilience des territoires. Donc il y a aussi comment est-ce que vraiment on valorise cette action-là, et donc la création d'un label, ça permet de reconnaître un peu tous ces efforts-là. C'est compliqué quand même à faire. Et puis il y a du coup vraiment cet enjeu, comme tu disais, de recherche de financement. Donc c'est vrai que pouvoir avoir un label qui permet de différencier justement cet effort supplémentaire et ces actions qui sont vraiment mises en œuvre spécifiquement pour ça, je pense que c'est hyper intéressant. Après, en effet, comme on a pas mal échangé aussi avec le reste du groupe de travail, c'est vrai qu'après derrière le label, il y a toujours pas mal de questions à se poser pour que ça soit bien fait en fait, et qu'on ne se trouve pas prisonnier un peu de l'idée qu'on peut avoir qui peut être bonne, et que la mise en œuvre soit si bonne que l'idée. Et du coup, moi j'avais identifié 3-4 sujets, mais évidemment je vais les oublier, finalement j'en ai tiré 3-4. Non, mais c'est déjà pour moi, il y avait une première question qui est vraiment pourquoi on le fait et avec quel objectif en fait, qu'est-ce qu'on veut faire, de qui on veut se distinguer, comment, qu'est-ce qu'on veut porter comme message, parce que ça va orienter forcément après derrière la présentation du label et puis peut-être aussi les critères qu'on va retenir. Il y a un deuxième point qui est, tu l'as évoqué, en fait un peu la gouvernance, c'est-à-dire en fait qui est responsable de ce label, qui le pilote, qui participe à la définition des critères. Est-ce qu'on veut que ce soit quelque chose qui soit fait entre accompagnateurs impact, parce que finalement on sait un peu ce qu'on apporte aussi, ou est-ce qu'on veut que ce soit quelque chose qui soit externalisé? Alors ça permet d'avoir une vision externe un petit peu factuelle, mais aussi peut-être d'acteurs qui connaissent un peu moins notre métier. Donc quand même ce point de vigilance de qui gère ça, qui décide de comment on évalue finalement ces actions-là. Il y a pour moi aussi peut-être une question là qui est un petit peu, qui est aussi comment est-ce qu'on appréhende entre guillemets l'évaluation des critères. Est-ce que c'est binaire? Est-ce que c'est j'ai des critères, oui, non, je rentre pas? Est-ce que c'est une échelle plutôt graduelle de valeur? Ça, c'est des questions qui peuvent être intéressantes. Et puis enfin, parce que c'est bon, j'ai retrouvé. Le quatrième auquel il faut qu'on soit vigilant aussi, c'est comment ça s'intègre aussi aux activités actuelles des accompagnateurs impact. Parce qu'on le sait, il y a déjà des milliers de trucs à faire et globalement, on n'a pas assez de temps pour tout faire. Donc c'est aussi comment ça ne devient pas une usine à gaz de rajouter, des critères, des évaluations, des reporting qui rajoutent encore plus de travail et que ce n'est pas le cœur du métier non plus, et c'est pas de disperser son énergie forcément dans tout ça. Tu parlais justement du besoin et des modèles économiques des accompagnateurs. Je pense que c'est quand même le cœur, en tout cas une bonne partie du sujet se situe là-dedans. Je pense qu'on est... ce qui était intéressant dans le groupe de travail, c'était de remarquer aussi à quel point les modèles économiques peuvent varier en fonction d'un historique, d'un territoire. Concrètement, il y a la part dans quelle mesure l'accompagnateur à impact a réussi à développer ici une activité de prestation de services, dans quelle mesure il va réussir à avoir beaucoup de facilité pour travailler avec les pouvoirs publics. Et je trouve ça intéressant que tu nous racontes Josépha, comment ça se passe sur Onalpia, d'autant plus que vous n'êtes pas uniquement dans un territoire, mais dans 8, tu disais, avec cette diversité-là. Carrément, grande histoire, le modèle économique de Onalpia.
On a un modèle qui est 100% non marchand, qui nous permet aussi d'avoir un accompagnement qui est gratuit pour tous les porteurs de projets qui sont accompagnés justement pour favoriser cette accessibilité dont vous parliez juste avant, qui repose à la fois sur du financement public et privé, donc c'est à peu près 50-50, 46-54. Donc on travaille beaucoup avec les acteurs publics, comme tu le soulignais, basiques, mais aussi privés avec les grands comptes, notamment sur des dynamiques RSE ou innovation avec lesquelles on reçoit du mécénat financier. Aujourd'hui, nos partenaires financiers publics, on les a à différents niveaux. Comme tu le disais, Basile, on a un ancrage territorial qui est très fin, donc qui va de la communauté de communes rurales à la métropole de Lyon, à l'échelle de notre région. Ce qui fait qu'on a une pluralité de financeurs publics aujourd'hui, les métropoles de Lyon, Grenoble, Saint-Étienne, la région, du financement social européen, des communautés de communes rurales, donc un vrai bordel à gérer, mais c'est ce qui participe aussi à l'impact territorial de nos actions, parce qu'on est assez convaincus que l'innovation sociale, elle est aussi territoriale, et le fait de travailler en proximité avec les acteurs publics, ça nous permet aussi d'être connectés aux opportunités de développement et aux enjeux de ces territoires, mieux connaître les besoins sociaux et environnementaux des territoires, donc accompagner aussi les porteurs de projets par rapport à cette dynamique territoriale existante et in fine participer à la résilience des territoires comme tu soulignais tout à l'heure. Donc c'est un vrai enjeu, je pense qu'on n'a pas choisi la voie la plus facile parce qu'il y a les calendriers d'élections, il y a... Tu peux nous donner un exemple peut-être de partenariat il y en a, j'ai mis 3 ans, enfin du coup avant je pilotais tout le développement territorial de Rhône-Alpia sur les territoires ruraux et périurbains. Il y a des territoires où j'ai mis 3 ans avant d'avoir une sub de 5 000 €, donc c'est de la bataille, quoi. Et en même temps, quand on l'a, c'est une reconnaissance de le programme qu'on propose répond à un besoin du territoire, on a le soutien public, politique sur les actions qu'on développe, les élus, les différentes parties prenantes participent à l'accompagnement aussi des porteurs de projets, à la présentation de leur territoire et des actions qui pourraient y être développées. Donc on a fait le choix d'y passer du temps et de l'énergie parce qu'on sent que c'est une reconnaissance aussi assez intéressante pour les porteurs de projets qu'on accompagne, comme une sorte de label territorial aussi pour les porteurs de projets qui sont accompagnés. Et du coup, aujourd'hui, avec voilà, ce que je disais, différentes complexités de calendrier politique, de montants de financement disponibles d'une collectivité à l'autre. Enfin, vous imaginez qu'entre la métropole de Lyon et la communauté de communes du Pays de l'Arbrel, on n'est pas sur les mêmes montants de financement, donc qui questionnent aussi la manière dont on finance nos activités aujourd'hui. Et puis sur des actions aussi spécifiques, en fonction de la taille de la collectivité aussi, qui va miser un peu plus sur des actions d'innovation pour Rhône-Alpia, où nous, on se considère aussi comme entreprise sociale, où on teste, on crée des nouvelles choses pour répondre à des besoins des territoires et des entrepreneurs sociaux. Là, voilà, sur ces plus petites communautés de communes, on est plutôt sur du projet sécurité, on va dire. Et pourtant, il y a des vrais enjeux d'innovation aussi sur des territoires qui sont plus petits, plus ruraux. Voilà, mais du coup, qui est une belle... Enfin voilà, c'est ce sur quoi on voit qu'on a de l'impact aussi, nous, aujourd'hui, en tant qu'accompagnateurs, c'est d'être vraiment tiers de confiance aussi entre les politiques publiques, les acteurs privés du territoire, les acteurs institutionnels, associatifs. Et je pense que la valeur ajoutée de beaucoup des accompagnateurs qui ont participé à ce groupe de travail, c'est au-delà de l'expertise d'accompagnement qui peut être proposée auprès des entrepreneurs, c'est vraiment d'être gage de confiance et tiers de confiance avec les acteurs locaux, qui prend beaucoup d'énergie, qui n'est pas financé du tout, donc qui est plutôt sur des enjeux de fonds propres ou de comment j'arrive à tirer un peu plus d'argent de l'autre côté pour financer ça. Mais qui est en tout cas un vrai choix stratégique de Rhône-Alpia qu'on maintient, qu'on soutient et qu'on espère pouvoir valoriser de plus en plus, et notamment sur ces enjeux de coopération avec différents types d'acteurs, qui est une reconnaissance aussi financière de ces actions qu'on peut développer aujourd'hui. Je vais essayer de faire simple. Je pense que c'est tu l'as dit à un moment, le fait d'avoir cherché de dépendre de mécènes externes qui sont
finalement parfois attachés à une thématique, ou alors ont, pour des raisons XY, envie qu'on leur propose des projets nouveaux. Je pense c'est le syndrome des appels à projets, où on essaye de faire entrer dans des cases données notre projet à nous pour qu'il aille répondre aux appels, aux critères de je ne sais quelle grande institution. Je pense qu'on connaît tous un peu cet exercice de contorsion. Si ça n'a pas du tout que des mauvais côtés, un des risques qui a été identifié dans le groupe de travail, c'est le fait que ça ne me permet pas de financer le fonctionnement et le cœur de la machine dont tu parlais à l'instant, en fait, et que donc ça a plusieurs répercussions négatives. Et le but de ce label-là, ça serait justement d'arriver à faciliter le fléchage de l'argent public. Je pense qu'une des choses qui manquent pour aller vers une reconnaissance de notre travail d'accompagnateur, en plus d'un label et donc de pratique vraiment, c'est aussi des chiffres. Je pense qu'aujourd'hui, on a encore une vraie difficulté à raconter nos histoires parce qu'on ne dispose pas de chiffres au niveau national ou alors même de grandes régions qui permettent de dire en fait on a renvoyé X milliers de personnes, on a évité X milliers de personnes de tomber au chômage et donc les coûts évités pour la société sont ça. C'est Léna de Ronald Pioche, je me souviens quand on a lancé ce groupe de travail qui disait il ne faut pas qu'on oublie toutes les boîtes qui grâce à nous ne coulent pas. Parce qu'en fait, c'est aussi autant de coûts évités, c'est une expression qui est vraiment importante, l'idée de coûts évités à la société. Et aujourd'hui, on a les grands chiffres, hein, l'ESS c'est 10% du PIB, mais en fait, derrière ces 10% du PIB, il y a des mutuelles, enfin, c'est finalement, quand on creuse, très très peu actionnable. Et donc je pense que c'est aussi un des grands besoins aussi, c'est d'arriver à lancer une étude sur... Parce qu'on le fait tous, hein, tous nos accompagnateurs, tous nos incubateurs, on a tous des études d'impact, mais rien d'agrégé vraiment. Les indicateurs. Ouais, oui, il y a un enjeu de pérennité, comme tu dis, justement, de nos actions et qui sont challengées tous les ans, quoi. Ouais. C'est quelque chose que vous ressentez aussi côté Pulse? Sur l'enjeu de reconnaissance, oui. Voilà, et le label globalement aussi. Hein, je vais abonder dans le sens où t'es pas trop sur moi là pour apporter de la contradiction sur ce sujet-là en particulier. Non, mais oui, effectivement, la nécessité d'un label, pour moi, elle découle de tout ce qu'on a dit là en introduction. En fait, c'est le corollaire de la montée en puissance de cet entrepreneuriat-là et aussi de la profusion d'offres d'accompagnement qui va avec. Je pense qu'on en avait parlé aussi un peu pendant les groupes de travail. Il n'y a rien de pire que le social ou le greenwashing pour décrédibiliser tout ce qui est fait par ailleurs. Donc voilà, la reconnaissance, des critères, des indicateurs, etc. Pour que tout le monde ne puisse pas se revendiquer de l'impact, en fait. Exactement. Exactement. Enfin, et oui, et ça, une reconnaissance du travail bien fait. Voilà. et c'est aussi ce que tu disais sur les valeurs, etc., si on élargit un tout petit peu. Et si vous me permettez d'élargir encore un tout petit peu, puisque je suis la dernière à parler, je me le permets, je pense que l'étape d'après, et ça fait partie, presque une contrainte que je rajouterais à la liste des contraintes que tu as bien identifiées, sans vouloir rendre la situation plus complexe, c'est après la question de la reconnaissance à l'échelle au-delà des pays. C'est-à-dire que je pense évidemment que c'est là le rôle des pouvoirs publics, au-delà de soutenir les entrepreneurs, soutenir les accompagnateurs, que de fournir un cadre qui soit lisible, qui oriente, etc., de fabriquer de la connaissance aussi, enfin, tout ce qui va avec. Mais après, nous, ce qu'on observe aussi à l'échelle internationale, c'est que ces cadres-là, ils sont tellement divers qu'il n'y a pas d'analyse standardisée des cadres réglementaires. Et donc, ce qu'on appelle de nos voeux, et ce qui viendra peut-être le jour d'ici peu, c'est aussi des index, de la même manière que ce que fait la Banque mondiale pour, vous avez sûrement entendu parler de l'index Ease of Doing Business, qu'on puisse avoir un index Ease of Doing Social Business pour comparer les cadres réglementaires et aussi arriver à identifier les bonnes pratiques, etc. Puisque tout ce qu'on dit là, c'est vrai aussi, enfin c'est des défis qui sont alors, partagés à l'échelle européenne, c'est certain, dans d'autres mesures, dans d'autres pays, etc. Mais voilà, c'est des labels et des labels qui soient partagés le plus largement possible, puisque c'est évidemment par l'assiette d'un référentiel qu'on crée la reconnaissance, la force du référentiel, etc. La semaine passée, là-dessus, sur la dimension, pour le coup, européenne, Bruxelles présentait sa feuille de route ESS et j'ai pas eu la possibilité d'y participer, donc j'ai pas plus d'infos, mais je pense qu'on peut, je vous invite tous à le consulter. Et il y a aussi, puisque en effet, c'est important de penser plus largement que notre territoire national. La route est déjà assez longue, mais ok. Et c'est un organisme qui s'appelle le Social Good Accelerator, qui sous ce nom pas simple en fait, qui s'appelle SOGA généralement,
rassemble pas mal d'initiatives en France et en Europe pour justement essayer de porter un plaidoyer européen. C'est mené par quelqu'un qui s'appelle Jeanne Bretéché et qui sont aussi très en pointe sur le sujet. Zouk, les labels, c'est une manière d'accélérer les choses par rapport à des cadres réglementaires qui mettent un temps fou à émerger, donc c'est une bonne manière de passer à l'échelle. Voilà, donc ouais. Parce qu'on a essayé, nous, du coup, en animant cette communauté de 120 incubateurs, d'avoir justement un peu des chiffres clés qu'on puisse pousser sur du plaidoyer. Et en fait, alors, je parle pour vous, mais du coup, vous contredites si besoin. Je pense qu'en fait, au niveau de chaque structure, il y a des choses qui peuvent être engagées. Et tu le disais, vous avez vous-même, vous savez, Annella qui nous a dit des chiffres, Ronapia, vous savez aussi, toi aussi, côté Make Sense. Après, nous, ce qu'on a trouvé très difficile, en tout cas d'un point de vue national, c'est quand on a essayé de récupérer des données, les consolider, c'est aussi d'être sûr que derrière les chiffres qui sont remontés, il y a les mêmes choses. Et en fait, c'est bête, mais on peut parler de nombre de projets ou nombre de porteurs de projets, mais il y a des projets qui sont portés en collectif, donc déjà, qu'est-ce qu'on compte dedans? Aussi, c'est peut-être, est-ce qu'on considère de la même façon, tu le disais aussi, Annella, tout à l'heure, de personnes qui ont pu suivre des sensibilisations de 1 heure, 2 heures, 3 jours? Est-ce qu'on considère ça de la même façon que des porteurs de projets qui ont été accompagnés pendant 6 mois, 9 mois, 1 an? Donc c'est un peu aussi cette complexité-là qui est, je pense, par manque de temps aussi, tout simplement, mais en fait, on a chacun un peu des données qu'on peut arriver à porter à un niveau plus local, mais arriver à centraliser ça de façon nationale, c'est très complexe. Et tu parlais tout à l'heure aussi, Basile, c'est un peu la difficulté sur l'ensemble de l'ESS. On a les chiffres 10% du PIB, ok, 10% de l'emploi en France, mais en fait, de façon plus fine, on a quand même encore un peu de mal à tout consolider. Et je pense que c'est un manque de temps et de ressources en fait aussi, tout simplement de pouvoir mobiliser des moyens là-dessus. Je vous laisse compléter. Non, j'allais dire par rapport à ce que tu viens de dire aussi, moi je vois 2 éléments importants justement qui fait que ça peut être compliqué potentiellement de consolider ces chiffres. C'est aussi que chacun puisse garder ses particularités aussi en termes d'accompagnement, et c'est ce qui peut être potentiellement challengé sur cette notion de label où pour tout ce qu'on a dit, je me dis que ça peut être super intéressant d'en développer. Et de se dire comment on garde quand même les particularités de chacune de nos structures d'accompagnement, parce qu'on est des associations pour la plupart distinctes, avec des spécificités aussi qui sont particulières, et du coup comment un label ne noie pas, on va dire, ces spécificités. Pardon, c'est plutôt si je dois gratter un petit truc sur le label. Et en deuxième point par rapport à ça, c'est aussi comment le label ne nous tire pas vers le bas non plus, parce que ça peut être le cas de certains labels en se disant, enfin si c'est nous qui travaillons collectivement, de trouver des moyennes entre guillemets, ça peut aussi sur certains critères faire baisser aussi l'exigence que certains s'obligent à avoir aujourd'hui. Donc voilà, c'est peut-être les 2 éléments sur le label, et peut-être qui fait aussi que c'est complexe aujourd'hui de les consolider de manière générale, qui fait que il y a des choses à creuser en tout cas dans la construction de ce label, et que ça nécessite d'y passer du temps justement pour que ce soit vraiment valorisant aujourd'hui pour notre collectif. Et pour répondre, je pense que moi de mon sentiment, c'est la question des ressources qui bloque. En fait, pour la raison que tu étais là, c'est extrêmement... Du coup, c'est complexe, on n'est pas sur des études d'impact qui sont simples, il y a un degré de granularité assez fin. Du coup, ça demande du temps et donc ça demande de l'argent. Les cabinets spécialisés dont vous parlez, dont un est hébergé là, on en est très proche, et c'est parce qu'on a bossé avec eux qu'on a réussi à avoir une première étude d'impact entrepreneur en 2021, et je pense qu'ils sont indispensables. Pour autant, ce professionnalisme-là, il a un coût qui n'est pas toujours simple à mettre en œuvre quand on ne sait pas si le grand compte A, B, C, D va nous renouveler son programme dans 3 mois, en fait, pour être très concret. Et donc, une fois on a mené une étude d'impact qui a très bien fonctionné, c'était plutôt sur un angle
citoyen ici, mais peu importe, était financé par une institution publique dans le bien vieillir, en fait, qui spécifiquement voulait mener des études d'impact sur des actions qui avaient été mises en place pendant le confinement. Et ils arrivaient avec déjà des des cabinets en études d'impact partenaires, et il y avait un financement dédié. Je vois ça, je vous en parle parce que je pense que c'est une bonne pratique. C'était la CNSA sur l'époque, quelque chose qui s'appelait un fonds expérimentation Covid aussi. Voilà pour ça. Moi, je suis complètement d'accord juste sur ce dernier point. Je pense qu'il y a évidemment un enjeu de définition et de référentiel, ce dont on parlait tout à l'heure, de profondeur de l'impact, ce que tu disais, les différentes échelles. Il y a l'échelle territoriale, il y a l'échelle des individus. Comment est-ce qu'on tient compte de ce que l'entrepreneuriat ou l'expérience a pu avoir sur l'individu, surtout si c'est un individu qui était jusque-là éloigné de l'entrepreneuriat, qui n'avait pas eu d'expérience professionnelle récemment. Mais le point le plus bloquant, c'est juste les euros disponibles. On parlait de temps disponible. Concrètement, il y a peu de financeurs qui cherchent à financer l'évaluation d'impact. L'évaluation d'impact, elle est intégrée au projet en tant que contrainte de reporting, et donc à l'échelle de chaque projet. Et on a rarement, on n'a pas de financement qui permettent, et effectivement, il faut faire appel à des professionnels, des consultants externes, etc., qui permettent de financer cette évaluation-là. Donc ça, c'est la vraie contrainte. La dernière étude, pour me dire là-dessus, qui a été menée, j'en loupe peut-être une, mais moi une qui me marque toujours, c'est celle menée par HEK et McKinsey sur les coûts évités de l'entrepreneuriat social, qui date de 2012. C'est 2012, voilà, qu'on cite tout le temps aussi, qui sont à mon avis les deux étant pas les plus manchots pour aller chercher trouver des financements. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas ouvert à tout le monde. Il y avait une question là, et après on avancera. Vous avez fait une excellente transition, puisque c'était justement sur les KPI, on entend ok, les 10% de l'emploi, etc. Ça nous parle à tous, ok. Je pense qu'aujourd'hui, si on parlait de politiciens, et je pense que la période est la bonne pour évoquer ça, c'est de leur parler profit, quoi. Et les coûts évités, j'aime bien cette notion-là, parce qu'on peut parler des politiciens, on peut parler des banquiers là-dessus, et ils vont peut-être plus nous recevoir que sur d'autres KPI. Et donc mon point, c'est de comprendre aujourd'hui qu'est-ce qui empêche et jusqu'où on peut aller pour mesurer ces coûts évités. Parce que c'est facile de dire, bon, telle catastrophe ou tel enjeu social, c'est facile, en tout cas on est en mesure de le faire, une fois que c'est arrivé. Mais ce serait top d'être en mesure de dire, ok, bah, aujourd'hui, cette catastrophe sociale-là, si elle arrive, elle nous coûterait tant. Aujourd'hui, on est en train de des normes avec évidemment l'actualité, ou alors une crise environnementale. Mais je veux dire, est-ce qu'aujourd'hui on sait à peu près jusqu'où on peut aller pour être en mesure de mesurer ces coûts évités? Est-ce que c'est quelque chose de très classique, très scolaire presque? Est-ce qu'on a des technologies aussi qui sont à disposition pour ça? Parce qu'aujourd'hui on a quand même des images satellitaires qui sont en mesure de prédire les pousses agricoles en fonction de la pluie, ce genre de choses. Est-ce que ça, c'est des moyens qui sont mis à disposition de l'écosystème à impact? Est-ce que c'est encore un truc qu'il faut aller chercher? Et là, moi, je pense que c'est encore quelque chose qu'il faut aller chercher. Mais est-ce que vous, qui êtes au contact de tout ça, vous êtes en mesure de percevoir ce qui est à disposition pour mesurer ce coût évité? En une seconde, après je vous laisse répondre. Je pense que c'est un peu il me semble qu'il y a ça se rejoint pas sur pourquoi vous faites pas plus du coup. Pourquoi on fait pas plus, et les réponses sont toujours autour des moyens disponibles pour le faire. Après, tu fais des entrées thématiques en disant voilà, on a les images aériennes sur tel. Peut-être qu'il faudrait aussi suivre cette approche-là, en essayant pas de justement, peut-être qu'un des pièges, c'est qu'on essaie d'être trop global dans notre métier d'accompagnement, et que, nous on s'est posé ces questions à chez Make Sense à un moment, est-ce qu'il ne faut pas choisir une filière particulière au sein de nos porteurs de projets, l'économie circulaire, l'inclusion, et se dire on avance que sur eux, parce que comme ça on réduit les champs. Pourquoi pas? Après, moi, si pour compléter sur ce qui est un peu coût évité, c'est plutôt mon autre casquette, parce que je bosse sur l'impact social à la VISE. Et c'est des méthodes qui existent, enfin, clairement, et qui sont portées par certains cabinets de conseil. Alors encore une fois, c'est un coût d'accompagnement à chaque fois. Et après, je me souviens, parce qu'on a fait notamment une étude de cas sur Passeport Avenir, donc maintenant c'est Article 1 qui avait lancé une démarche là-dessus, justement pour pouvoir démontrer un peu le coût évité d'un dispositif de mentorat pour l'insertion des jeunes, etc. Et le retour, c'est que c'est super intéressant parce que ça permet d'avoir effectivement des argumentaires chiffrés, coût évité auprès des financeurs, donc ça c'est top. Donc c'est peut-être pas suffisant pour évaluer son impact social, mais ça quand même donne un argument. Après, ce qu'il disait aussi, c'est que ça donne surtout quand même un ordre de grandeur du coût évité, parce qu'en fait, il y a quand même plein d'hypothèses qu'il faut prendre quand on estime ça, au-delà de celles dont on a parlé tout à l'heure, mais même ça veut dire quoi, comment est-ce qu'on monétise en fait un petit peu ces choses-là. Et donc ça demande aussi pas mal de travail et d'approximation. Donc ça permet quand même de donner des argumentaires, clairement, mais ça demande en tout cas beaucoup de ressources aussi d'accompagnement là-dessus. Enfin, on reboucle un petit peu sur ce que tu disais.
Peut-être que si ça vous va, je vous propose qu'on avance à un autre sujet, une autre proposition. Et c'est sûr que le sujet de l'impact et de son évaluation sera présent aussi. Si on rembobine du coup en avril dernier, quand on lance ce groupe de travail, ce qui est une chose qui nous saute aux yeux assez vite, c'est que oui, notre premier métier, c'est d'accompagner des entreprises sociales de la création au passage à l'échelle, certains sur toute la ligne, d'autres sur que le début, la fin, peu importe. Et que quelque chose qui nous rassemble aussi, c'est que ce qu'on a appris à faire, donc les compétences, l'expertise qu'on a développée en termes d'accompagnement d'entreprises sociales, on la maintenant partage à d'autres, et notamment des entreprises et des collectivités sur les territoires. C'est-à-dire que concrètement, les accompagnateurs à impact, on est mobilisés pour aller travailler, pas uniquement avec des projets qu'on accompagne, mais des grosses entreprises, des collectivités. Et ça, c'est aussi arriver à reconnaître ce travail-là pour que justement les incubateurs soient plus juste vus comme des personnes qui accompagnent des gentils entrepreneurs dont 95% ne tiendra pas 2 ans, si je force le trait, je ne sais pas les chiffres, mais qu'ils ont un impact de transformation sur la société qui est beaucoup plus large parce qu'ils s'adressent à des cibles qui sont notamment les entreprises et collectivités. Mais on va prendre des exemples de programmes qu'on mène. Est-ce que tu veux nous en partager quelques-uns ? Justement, sur cette alliance collectivité et partenaires privés, on travaille avec la métropole de Lyon et Suez sur la création d'un programme d'accompagnement qui s'appelle Les Boucles, qui est sur les enjeux de l'économie circulaire et solidaire, justement pour créer des nouvelles solutions à l'échelle de la métropole de Lyon pour répondre à ces enjeux du territoire. Bon, nous, on a une métropole verte, donc assez engagée sur ces sujets, et Suez qui a développé une expertise aussi depuis quelques années maintenant sur l'accompagnement de l'entrepreneuriat social sur cette thématique plus spécifiquement. Et en fait, c'est un peu la croisée des enjeux de Suez et des enjeux de la métropole de Lyon, en se disant comment Ronalpia aussi peut participer du coup à la détection et à l'accompagnement de nouvelles solutions qui permettraient de répondre à ces enjeux d'économie circulaire et solidaire, avec la métropole de Lyon qui apporte des terrains d'expérimentation pour les porteurs de projets, que ce soit en termes de locaux ou de lieux vacants aussi pour tester, expérimenter ces solutions, ou même en interne de la métropole, si je vais un cran plus loin, et du côté de Suez, de pouvoir apporter cette expertise spécifique, et notamment le lien avec les partenaires privés du territoire, parce que Suez, ses clients sont des entreprises aussi, donc de pouvoir mettre à disposition aussi les clients de Suez auprès des entreprises sociales pour qu'elles puissent expérimenter aussi des solutions auprès d'entreprises privées du territoire. Donc on a peu de recul encore parce qu'on l'a lancé en juillet dernier, donc on est en train de terminer une première boucle de ce programme d'accompagnement, mais de plus en plus on se rend compte que les enjeux de filière, on peut les adresser avec un territoire et une expertise aussi spécifique, justement pour à la fois participer à l'accompagnement des porteurs de projets, mais pas que, comme tu le disais Basile, et aussi de pouvoir vraiment être un maillon d'un territoire sur l'identification d'un besoin social ou environnemental, et comment à plusieurs et comment on coopère autour d'une problématique de société qu'on rencontre sur notre territoire de vie, en fait, plus largement. Et c'est ces enjeux du coup de coopération qui sont assez forts et importants à travailler, et qui sont aussi peut-être la prochaine étape qui a déjà bien été entamée par l'économie sociale et solidaire, mais sur des nouveaux modes aussi de société plus inclusifs et plus résilients. Si vous voulez partager des exemples. Toi, t'en avais quelques-uns, non? C'est pour pas que je dise les mêmes. Ok, mais moi je vais prendre des exemples make sense. Oui, moi j'avais 2 exemples, mais je peux moins en parler que toi parce que c'est pas moi qui les ai portés, donc je ne veux pas trop non plus parler au nom des incubateurs et dire des inexactitudes, on va dire. Intermed, tu voulais pas en parler par exemple de ce qui... Bon, c'est un petit exemple, mais par exemple Intermed qui est un incubateur en PACA pour le coup, qui existe depuis 2001. Donc, ils sont vraiment parmi les premiers incubateurs dédiés à l'ESS qui sont créés. Et ils ont justement capitalisé ce que tu disais Basile sur tout ce qui est compétences d'accompagnateurs. Donc ils ont aujourd'hui tout un programme de formation qu'ils ont vraiment peaufiné au fil de l'eau. Donc maintenant c'est une 12aine de journées en plusieurs briques, on a obligé de tout faire. Et notamment sur l'accompagnement de projets de VSS, accompagnement humain, accompagnement technique.
Et donc je sais que nous on en fait bénéficier certains justement membres de la communauté quand on a des nouveaux chargés d'accompagnement qui la rejoignent. Mais ce qui est intéressant surtout, c'est qu'en fait ils ont ouvert ces sessions de formation à d'autres acteurs du territoire et plus large, des collectivités ou des entreprises qui sont intéressées justement par développer ces compétences. Donc voilà, je ne peux pas aller tout le contenu de la formation est sur leur site internet, donc ça vous pouvez y aller. Mais en tout cas, ils se sont dit que c'était à la fois intéressant de pouvoir partager leur savoir-faire, ce qu'ils avaient acquis, que ça permet aussi de montrer d'autres compétences qui ne sont pas forcément celles qu'on reconnaît dans le business classique. Ça leur permet aussi de diversifier leur modèle économique. Donc ça, c'est des choses qu'ils ont développées, je pense que ça fait une dizaine d'années maintenant. Donc ça, c'est intéressant. Et ils enrichissent en fait en permanence leur formation de nouveaux thèmes qu'ils identifient notamment avec des partenaires. Donc là, je sais qu'ils sont en train de tester sur tout ce qui est gouvernance un peu participative, gouvernance plus horizontale, donc pareil, qui peut après être quelque chose qui est transmis aux entreprises plus traditionnelles. Pour prendre la balle au bon là-dessus, du coup, que je disais, c'est ce qu'on a appris en tant qu'accompagnateur qui nous permet en fait d'avoir une offre à destination de grandes organisations, c'est le cas de la gouvernance. Ici, sans rentrer dans le détail, chez Make Sense, on est allé assez loin dans la décentralisation du pouvoir. Aujourd'hui, on mène avec, je crois reconnaître des personnes de Ticket for Change ici, notamment des missions d'accompagnement de grandes entreprises à devenir des entreprises à mission. Ça, c'est une offre entreprise dédiée qu'on a construite. Un autre exemple, c'est la mairie de Clichy qui veut créer sa feuille de route ESS. C'est un élu qui a été élu l'année passée et qui cherche un petit peu de l'inspiration. Ils viennent nous chercher, nous, pour qu'on rassemble tous les acteurs ESS de la ville, qu'on facilite quelques sessions de travail et pour faire ressortir des enjeux derrière. Donc c'est pas un positionnement en groupe de conseil, parce que derrière c'est pas nous qui faisons les recos, c'est plus ils viennent nous chercher pour notre compréhension des besoins des assos et notre capacité à faire de la facilitation. Je pense que cette idée de savoir faire parler ensemble des mondes qui ne se connaissent pas forcément, celui de la grande entreprise, du porteur de projet ESS, celui de la start-up très tech et celui du porteur de projet ESS aussi, là peut-être canal historique j'allais dire, ça c'est une compétence qui est vraiment forte chez tous les accompagnateurs. Je me souviens de Enactus qui nous en parlait aussi beaucoup dans un dernier atelier. Voilà. Je pense qu'une des volontés de ce groupe de travail, c'est d'arriver à valoriser et à faire connaître justement la diversité de ces missions-là. Diversité des missions sur lesquelles vous faites beaucoup aussi, à la fois chez Pulse et puis au sein du groupe SOS aussi. Ouais, sur les collaborations grands groupes ou acteurs de l'économie et ESS, moi j'ai noté une catégorisation. Bon, elles sont variées, ça peut prendre plein de formes, mais j'ai noté une catégorisation du rameau que je trouve assez parlante. C'est mécénat, coopération, pratique responsable, innovation sociétale. Mécénat, on en parlait, c'est indispensable. Ça nous permet, et ça peut être fait sur des enjeux qui sont les enjeux du grand groupe. Je vais prendre deux exemples de l'année passée chez Pulse. On a participé à une initiative qui s'appelait Quartier Café, dont l'objectif était d'encourager les commerces de proximité dans les QPV à favoriser des initiatives en lien avec le lien social. Et c'est un projet qui a été financé avec le soutien de Coca-Cola pendant la période Covid. Donc c'est évidemment en lien avec leurs enjeux, etc. Et c'est un projet qui n'aurait pas vu le jour sans eux. Voilà, le mécénat, c'est déjà très bien. On fait aussi ça avec, par exemple, Malakoff sur l'entrepreneuriat des personnes âgées, entendu dans un sens très très large, puisque c'est les personnes plus de 45 ans, donc maintenant on parle plutôt de reconversion professionnelle. Mais voilà, mécénat. La deuxième exemple, c'est la coopération. Donc c'est tout ce qui fait que les grands groupes vont sous-traiter une partie de leurs activités à des entreprises de l'ESS, soit pour des achats, soit pour le recrutement, notamment avec l'insertion pro, etc. Ça, c'est évidemment un volet qui va être amené à croître, notamment là, on entend beaucoup parler dans le cadre des JO, l'allotissement des marchés publics, etc., etc. Ça pose tout un tas de questions sur comment est-ce qu'on découpe les marchés publics pour qu'ils soient suffisamment petits pour être accessibles à des petites entreprises de l'ESS. Concrètement, quand un très très grand groupe du BTP, Bouygues, etc., cherche à sous-traiter une partie de son marché, et bien, il faut qu'il les découpe en tout petits bouts pour qu'il y ait des entreprises locales du 93 qui puissent y répondre. Voilà. Les pratiques responsables, ben ça c'est aussi beaucoup tout ce qui est lié à l'achat, l'insertion, etc. Et là aussi, il y a des collectivités qui sont plus ou moins en avance là-dessus. Je pense notamment à un marché de la région Île-de-France qui vise justement à faire ça, aider des grands groupes à travailler, parce que ça fait qu'il y a tout un tas de freins, etc. Et le dernier point, c'est plus celui sur lequel j'ai des exemples Pulse, c'est l'innovation sociétale. Donc ça rejoint ce que tu disais. Comment est-ce que, au-delà de juste un soutien financier, on va faire travailler ensemble les acteurs privés et les petits acteurs de l'ESS pour répondre à une problématique donnée. Je pense à un programme
programme par exemple qu'on a lancé en France qui s'appelle la saison circulaire, qu'on a lancé aussi avec Suez. Bon, c'est notre dénominateur commun avec le FSE. Et deux collègues ici dans la salle parleraient mieux que moi si vous aviez des questions à ce sujet. Mais là, ce qu'on constate vraiment dans le cadre de ce programme-là, c'est faire émerger des solutions d'économie circulaire. Dans le 93, on le fait avec Suez et l'ADEME. Et là, on se rapproche vraiment de quelque chose qui ressemble à de la R&D, où vraiment on prend les expertises de ces acteurs-là et on les fait travailler avec nos entrepreneurs, etc. Et je trouve que c'est là que ça prend tout son sens, pas juste on fait appel à des acteurs publics, des acteurs privés, etc. parce que les contraintes financières des uns et des autres font qu'il faut bien qu'on hybride nos modèles, mais parce que vraiment on est plus pertinent si tout le monde a un petit bout de la solution. Voilà. Donc, la grande idée, c'est comment accompagnateur à impact, on a un rôle pour aider à transformer l'économie, donc en bossant avec des entreprises, des collectivités. L'idée de la commande publique est évidemment un levier essentiel, ça a été mentionné. Et là, il y a des choses qui progressent. Hein. Tu parlais du cas des JO, justement, où il y a un nombre de marchés qui vont être directement fléchés vers l'ESS. Donc là aussi, je ne sais plus si spécifiquement il faut avoir l'agrément ESUS ou c'est plus large. En tout cas, il y a des progrès qui sont faits côté achat public. On a des grands groupes qui voient aussi, et on s'en réjouit, l'importance, le caractère inévitable des transformations à mettre en place. On a plusieurs des grands groupes qui ont été cités là. En revanche, quand on est une TPE, une ETI de je ne sais quelle région de France, on aimerait sans doute bien aussi pouvoir enclencher cette transformation-là. On aurait sans doute besoin d'expertise qui peut être fournie par des accompagnateurs. Pour autant, les coûts sont un vrai frein ici. Je ne suis pas assez expert, mais il y a sans doute un parallèle à faire avec les conversions agricoles dont on parle beaucoup et dont on sait qu'elles vont prendre des années, qu'il ne suffit pas de le décréter, va transformer l'économie. Là aussi, ça va prendre énormément de temps. Et du coup, d'où une des propositions qui est de mettre en place des chèques transition, qui serait donc, et ça c'est une proposition générale du mouvement Impact France, pour aider en fait ces TPE-PME à lancer une première réflexion sur une stratégie RSE, mener un bilan carbone, ils ont identifié peut-être un besoin métier très précis sur lequel ils pourraient bosser avec une asso du coin. Bref, il y a plein de cases qu'on pourrait imaginer sur lesquels ils auraient de l'argent public pour avoir l'accompagnement d'un accompagnateur reconnu dans le label. Donc c'est évidemment des pistes à creuser, hein, ça ne se décrète pas comme ça, mais je pense que l'idée de rendre plus accessibles les compétences des accompagnateurs au tissu économique en général, et pas juste à quelques happy few grands groupes. Il est 8h moins le quart, donc si on essaye de tenir à peu près les temps, ça peut être pas mal qu'on avance, à moins que vous ayez des questions sur cette partie-là, qu'on avance vers la dernière partie de notre échange sur l'entrepreneuriat rural. Ça vous va ? Super. L'idée, c'est que le double constat, c'est dans des zones rurales, les entreprises sociales en fait ont un super impact parce qu'elles vont avoir, et là je te laisserai, tu me dis si je dis n'importe quoi, mais elles vont avoir plus qu'ailleurs ce rôle de facilitateur de connexion entre différents acteurs d'un territoire. Et donc on a plusieurs use cases qui montrent comment une entreprise sociale sur un territoire rural peut vraiment tirer l'ensemble de l'économie vers le haut. Pourtant, dans des territoires ruraux, ça va être plus difficile qu'ailleurs pour une entreprise sociale de se lancer pour des raisons évidentes de taille du marché, de facilité de recrutement et donc, c'est notre point ici, d'absence d'accompagnateurs. Donc absence pas tout à fait, il y a des dispositifs locaux qui existent, mais il y a finalement peu d'incubateurs tels qu'on se revendique ici, accompagnateurs à impact. Et on souhaite alors même que les besoins de ces territoires sont très grands et qu'on a compris l'importance des entreprises sociales. Du coup, c'est dans ce cadre-là qu'on fait une proposition pour justement que l'État accompagne le déploiement d'accompagnateurs à impact dans ces territoires ruraux isolés. Et tu m'arrêtes là et peut-être donner la parole, Josépha, sur c'était quoi les SMH de Rhône-Alpia maintenant que vous êtes dans. Enfin, vous êtes un peu un rôle modèle en termes d'accompagnement sur les territoires ruraux. Est-ce que tu peux nous raconter cette histoire ? L'histoire de l'SMH chez Rhône-Alpia, elle est vieille. Hein. La création à Lyon déjà de Rhône-Alpia se basait sur ces enjeux de proximité d'accompagnement des entrepreneurs. Il faut remonter il y a 10 ans où l'entrepreneuriat social n'était pas encore aussi connu. La plupart des acteurs de l'accompagnement étaient à Paris et du coup les fondatrices de Rhône-Alpia ont créé Rhône-Alpia à Lyon justement en disant il y a plein d'entrepreneurs
sur Lyon, accompagnons-les en proximité et en lien avec le territoire. C'est ce qui a toujours guidé aussi la stratégie de développement de Ronacpia. On s'est créé il y a 9 ans, du coup en 2013 à Lyon, 2 ans après à Grenoble, ensuite à Saint-Étienne, et depuis 3 ans et demi, on travaille sur notre essaimage dans les territoires ruraux et périurbains. Justement partant d'un constat très terrain, on marche par des appels à candidature pour notre programme d'incubation, d'accompagnement à la création d'entreprises sociales. Et il y avait 25% de nos dossiers de candidature qui venaient en dehors de Lyon, Grenoble et Saint-Étienne. Donc déjà c'était un constat assez fort, sans faire de communication sur ces territoires ciblés. 25% de ces dossiers qui venaient en dehors des métropoles, ça nous a déjà fait dire qu'il y avait des entrepreneurs sociaux sur ces territoires. Même si on y était assez convaincus, c'était une preuve quand même assez conséquente. Du coup, on s'est lancé dans une étude d'action justement pour identifier les besoins spécifiques des entreprises sociales sur ces territoires et puis quel était le maillage déjà des structures d'accompagnement localement pour savoir un peu quelles étaient nos spécificités et qu'est-ce qu'on peut apporter sur ces territoires. C'est un vrai choix stratégique aujourd'hui de Ronacpia parce que, sans vous mentir, c'est très onéreux du développement territorial dans les zones rurales. C'est beaucoup de risques humains parce que du coup, vu qu'on va en accompagnement en proximité, nous sur les 8 antennes, il y a au moins 1 voire 2 salariés de Ronacpia qui sont présents localement. Parfois sur une première année pour accompagner 6 entrepreneurs sociaux, donc c'est en termes de coûts pour la structure, c'est assez énorme. C'est quoi les territoires maintenant sur lesquels vous êtes? Eh ben, Pays de l'Arbrel, Pays Voironnais, Pays Rouennais, Grand-Bourg-en-Bresse, la Drôme, le Nord Ardèche et ensuite Lyon, Grenoble, Saint-Étienne. Et du coup, à chaque fois, c'est un travail d'animation territoriale avec les acteurs du territoire, etc. Mais voilà, ce que je voulais dire, c'est que il faut que ce soit une vraie ambition stratégique pour la structure parce que c'est onéreux on voit l'impact et nous aujourd'hui on se dit que c'est là où on a plus d'impact presque parce que c'est là où il n'y a pas d'autres acteurs de l'accompagnement, qu'il n'y a pas d'autres offres disponibles pour les porteurs de projets, donc c'est là où on se retrouve aussi en termes de valeur et d'impact direct en fait auprès des porteurs de projets. Et du coup sur ces apprentissages, on va dire nous concernant, il y a à la fois se dire en fait le temps de la coopération c'est aussi du temps long, donc ça nous a pris, comme je vous le disais tout à l'heure, parfois 3 ans pour obtenir une subvention et de pouvoir mailler le territoire et les acteurs avec lesquels on travaille. C'est un coût, donc c'est aussi, il faut que ce soit, comme je le disais tout à l'heure, vraiment rattaché à une ambition stratégique. Et puis c'est aussi, nous en termes d'organisation, on gère une équipe du coup qui est hyper éclatée, même si c'est au niveau régional, mais c'est aussi des enjeux pour notre organisation de dire on n'a pas toute l'équipe qui est à Lyon, tout le monde est un peu éparpillé partout, donc c'est des frais de transport aussi qui sont hyper importants. Enfin, je reviens au coût, mais je préfère quand même appuyer sur ce volet-là parce que ce serait beaucoup plus simple pour nous de rester à Lyon, Grenoble et Saint-Étienne. Mais c'est pas le choix qu'on a fait aujourd'hui. Et du coup, ce qu'on a appris aussi pour les entrepreneurs, c'est aussi un autre public, donc on a dû adapter aussi nos méthodologies d'accompagnement. Donc en termes d'ingénierie, c'était aussi un investissement en interne pour Ronacpia parce que pas forcément le même public. Aujourd'hui, nous à Lyon, à Grenoble, à Saint-Étienne, on accompagne beaucoup de personnes soit en reconversion, qui ont déjà été dirigeants d'entreprise ou qui ont déjà travaillé dans le commerce ou en tant qu'ingénieurs ou qui ont un cursus d'études qui est sur ces sujets-là. Là, en dehors de ces grandes métropoles, on a plutôt des profils qui ont une expertise sectorielle, mais où on apprend tout de A à Z sur la gestion de projet, ça veut dire quoi être un dirigeant d'entreprise sociale, etc. Donc c'est d'autres profils qu'on accompagne, qui ont une ambition qui est différente aussi, qui est très locale, qui n'a pas forcément une ambition à développer son activité sur la France ou à l'international. Donc avec des enjeux de marché aussi qui sont, comme tu le disais, assez restreints, avec des enjeux de lien avec la collectivité et le territoire qui sont assez forts, donc des enjeux de mobilisation citoyenne qui sont aussi importants et sur lesquels nous on a dû nous muscler, se muscler en termes d'accompagnement parce que vu que le marché est restreint, si tu n'as pas tout le territoire qui te suit, en fait il n'y a personne qui achète ton produit ou ton service et donc tu peux recommencer à zéro quoi. Donc voilà, nous c'était aussi un sujet de notre côté de pouvoir monter en compétence sur ce sujet. Donc bref, on apprend plein de choses, c'est hyper passionnant, j'adore, je pourrais vous en parler pendant 3 heures, mais en tout cas, voilà, c'était aussi beaucoup d'apprentissage et d'investissement pour notre structure d'aller sur ces territoires, donc d'avoir une reconnaissance et d'avoir un soutien aussi financier pour accompagner
les accompagnateurs sur ce type de territoire, c'est pertinent parce que nous, on a un peu bataillé et défriché sur ces sujets-là et c'était pas une mince affaire dans un premier temps. Et ben, vous avez montré la voie. Il y a à la VISE, les zones rurales et le développement de l'ESS dans ces zones-là, c'est un sujet qui est très important, notamment au sein du programme Tresson, qui a tenu il y a quelques mois un colloque d'une fin d'une première étape. Est-ce que tu vas nous raconter ça un petit peu? Oui, alors je ne pourrais pas vous en parler autant que je sais faire, parce que c'est pas moi qui pilotais ce projet à la VISE, mais en fait le programme Tresson, c'est un programme qu'on a mené pendant 3 ans avec le RTES, justement pour financer en fait. C'est quoi le RTES? C'est réseau, c'est les élus. J'ai essayé de passer à côté. C'est les élus, mais je ne saurais pas dire. Oui, c'est les réseaux des élus locaux, mais après. Qui ont des mandats ESS ou qui sont simplement intéressés par le sujet. Ouais. J'essaie d'esquiver, mais. Et donc en fait, on a financé en coopération pendant 3 ans justement des expérimentations d'accompagnement dans les territoires ruraux, dont Renapia, dont vous avec le plaisir aussi. Ouais. Voilà, donc c'était 3 ans vraiment d'expérimentation et l'idée c'était pas juste de financer, c'était aussi de pouvoir animer encore une fois un peu ces porteurs de projets, ces expérimentateurs pour capitaliser sur les bonnes pratiques, sur à la fois les freins et les leviers qu'on pouvait mobiliser. Donc en effet, le programme s'est clos en décembre 2021. Pour l'instant, il n'y a pas d'optique de poursuite, mais on va continuer quand même nos travaux sur la réalité parce qu'on a appris plein de choses et comme vous dites, c'est un enjeu hyper important. En tout cas, peut-être juste ce qui était intéressant, alors il y a un guide justement sur l'innovation sociale en ruralité qui va sortir fin mars, qui justement capitalise un peu tous ces enseignements-là. Donc j'ai eu accès à la maquette en avant-première grâce à cette table ronde, donc j'ai pioché quelques leviers que je vais vous partager aujourd'hui. Mais en tout cas, il y a beaucoup plus de détails et aussi des exemples, surtout d'initiatives. Donc je pense que c'est intéressant d'avoir le côté illustré, même s'il y en a eu un aujourd'hui, mais là il y en a une quinzaine, je crois, dans le guide. En tout cas, des leviers qui ont été identifiés. Alors bien sûr, le financement, ça, je ne vais pas le redire, mais c'est, je pense, de toute façon, l'air de la guerre de toute notre discussion aujourd'hui. Mais ce qui est intéressant, c'est j'en ai pioché 3 parmi les 7-8 qu'il y a. Il y a quand même aujourd'hui un levier qui est identifié, qui est quand même un enjeu de sensibilisation et de formation des élus et techniciens locaux en fait, sur l'économie sociale et solidaire. Parce que malgré tout, en fait, ça reste encore parfois des microcosmes et qu'en fait, ces acteurs-là ne connaissent pas l'économie sociale et solidaire, ne comprennent pas ce que c'est, enfin, nous on le voit aussi de façon générale, et ne comprennent pas forcément non plus comment ça peut s'intégrer dans leur politique de développement local. Alors qu'en fait, il peut y avoir des financements qui peuvent être dirigés vers ces projets-là, mais eux en fait ne connaissent pas ces mécanismes. Donc c'est déjà un premier levier qui est important, qui peut être mobilisé. Et il y en a un deuxième qui est assez intéressant. Comme vous disiez, en fait, l'idéal c'est de pouvoir monter évidemment des parcours d'accompagnement, incubation, pré-incubation, idéation dans tous ces territoires-là, mais c'est pas forcément facile d'un point de vue moyen. Donc il y a un levier qui a été identifié qui peut être aussi justement ce que tu disais un peu tout à l'heure, de transférer le savoir-faire et l'expertise à des réseaux locaux qui sont déjà présents, donc par exemple des tiers-lieux ou peut-être des PTCE ou des choses comme ça qui peuvent faire en tout cas un premier niveau d'accompagnement, peut-être pas aussi complet qu'un incubateur, mais en tout cas peuvent déjà faire un premier niveau d'accompagnement. Et le troisième, quand je dis 3, je dis toujours le dernier, si, c'est bon, j'ai retrouvé. Ce qui est important, et tu disais aussi, Josépha, sur les territoires ruraux, c'est la mobilisation collective aussi, pour vraiment avoir un peu tous les acteurs derrière soi, parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir la moitié des acteurs qui nous suivent et pas l'autre. Donc c'était justement pouvoir promouvoir, organiser le plus possible d'événements de réflexion collective, de collaboration, de coopération pour impliquer plus globalement tous les acteurs du territoire. Donc ça peut être des événements, festivals, événements, etc., notamment la dynamique starter de territoire qui marche aussi, de rassembler tout le monde un peu sous format hackathon pendant 1 heure, 2 heures, un jour pour faire identifier les besoins et faire émerger des idées. Ou également sinon de lancer des dispositifs comme des générateurs de projets. Donc, par exemple, il y a la Fabrique Initiative, mais il y en a d'autres qui sont là pour le coup un peu un incubateur à l'envers, si on veut le faire vite. Mais l'idée c'est, là pour le coup, c'est plutôt on rassemble les acteurs d'un territoire, on identifie ensemble quels sont les besoins qui ne sont pas répondus, on construit ensemble la solution et après seulement on va chercher un porteur de projet. Donc ça peut être aussi des dynamiques qui peuvent permettre d'enclencher en tout cas des dispositifs d'accompagnement après, parce qu'une fois qu'on a une solution qui répond à un besoin, on a quand même envie de l'accompagner vu qu'on a déjà mis 2 ans à la sortir. Donc ça peut être aussi des leviers qui sont intéressants à pousser. Merci pour ces retours-là. Et donc le programme Tresson de la VISE et du coup qui est rattaché à la dernière proposition de mesure de ce groupe, qui est donc de lancer un plan, donc les déserts de l'accompagnement à impact. Je pense que quelque chose qui nous a aussi, un des premiers constats qu'on a fait, c'est qu'il y a d'autres territoires qui font face à beaucoup de difficultés, ce sont les territoires QPV, et sans évidemment tomber dans l'erreur d'une hiérarchisation des difficultés, on voit qu'il y a énormément d'argent public
qui est fléchée pour développer l'entrepreneuriat dans ces quartiers-là, et on s'en réjouit. Et on se dit aussi que du coup, la puissance publique a démontré qu'elle savait très bien faire, qu'elle savait très bien bosser aussi avec des incubateurs pour se développer dans ces quartiers. On a hâte aussi de pouvoir voir des plans similaires dans les zones rurales. Je pense qu'on pourrait chacun donner d'autres exemples, parler d'autres choses, mais ce qui est intéressant, c'est d'avoir aussi vos retours, vos questions, vos coups de gueule et autres indignations. Alors, c'est jamais facile d'être le premier à se lancer, on sait. Des remarques. En attendant que quelqu'un se lance, c'est l'occasion pour moi de meubler et de dire que le groupe va continuer, on va avoir d'autres séances de travail, donc n'hésitez pas aussi à rejoindre l'initiative, en parler autour de vous. Il est 8h. Hein, ouais, il est 8h, c'est vrai, il est tard. Et ben, s'il n'y a pas de questions, en tout cas là en format plénière, on peut peut-être, si ça vous va, moi, vous avez un dernier message, un petit tour de clôture. Ouais. Là, il faut improviser. Petit tour de clôture. Je commence, merci. Il y a mon sens de la synthèse. J'ai l'impression que ce qu'on a dit là beaucoup ce soir, c'est à quel point déjà entreprendre c'est pas facile, donc il faut être accompagné. Entreprendre quand on a un projet social ou environnemental, c'est encore plus compliqué parce qu'on fait face à la complexité de objectiver l'impact social, etc., etc. Et alors entreprendre dans les territoires ruraux, là c'est le nec plus ultra, et donc d'où la nécessité de tout ce qu'on fait et de faire ça tous ensemble pour être meilleur. J'ai trouvé, du coup, c'est bon. Pour rejoindre les difficultés, parce que comme ça on va faire des boîtes, ça va être génial. Et pour moi, tu as une difficulté ce qui nous rassemble ici aussi, c'est vraiment la difficulté d'accompagner ces projets-là. Enfin, en fait, je le vois, tu l'as dit tout à l'heure aussi en te présentant, c'est que nous à la Vise, moi je dis souvent aussi, en fait, 80% de notre métier, c'est d'accompagner des accompagnateurs, enfin d'aider des accompagnateurs à partager leurs pratiques, à être mieux reconnus, faire valoir aussi son métier. C'est un peu le côté B2B, si on peut faire le parallèle avec l'économie conventionnelle. Et en fait, c'est vachement difficile, on parlait d'impact aussi tout à l'heure pour ces acteurs-là, enfin pour vous du coup, je m'inclus dedans. Parce qu'en fait, on n'a pas d'impact direct en fait, par rapport à des porteurs de projets qui, en fait, il y a beaucoup de financeurs qui veulent avoir des impacts concrets, voir des choses concrètes sur leur financement ou sur leur soutien. Donc c'est plus facile en effet de se dire je soutiens la transition écologique, je soutiens la transformation alimentaire avec un projet précis. Quand on accompagne des acteurs à faire ça, alors déjà on a plus de mal parfois à trouver les critères, mais en plus c'est plus flou aussi parce que la part vraiment qu'on a eue dans ce développement-là est aussi plus difficile à appréhender. Donc c'est pour ça que c'est important qu'on fasse ça et qu'on rassemble nos forces pour le faire parce qu'on sait que c'est important et que c'est pas une mince affaire. C'est clair. Il y a une complexité qu'il faut assumer complètement. Mais c'est clé. Enfin, clairement, nous on est persuadés à la Vise et c'est pour ça qu'on fait ce travail et vous aussi que c'est comme ça qu'on va vraiment faire changer d'échelle aussi l'ESS et avoir des projets qui sont pérennes et qui vont vraiment transformer les territoires. Donc c'est un levier indispensable. On se le disait avant de démarrer aussi, d'arriver à rassembler les différentes chapelles de l'intérêt général, parce que derrière, entre un Make Sense qui va être tagué hyper entrepreneuriat social, un incubateur plus canal historique, bref, en fait, il faut plutôt regarder ce qui nous rassemble. Enfin, moi, c'est le constat que je retire le plus de ce groupe de travail, c'est que sur plein de choses, on a des façons de faire qui sont différentes, mais en fait, la majorité, c'est des valeurs communes, et je pense qu'il est grand temps que tout l'intérêt général se rassemble derrière. Et si on peut aider humblement à faire ça, tant mieux. C'est un beau mot. Très bien. Écoutez, je vous propose qu'on en reste là. Il y a un petit pot de l'amitié, n'est-ce pas, qui est prévu derrière, 2-3 petites choses à grignoter, des petits jus. Pas hésiter à poursuivre la conversation et puis on reviendra vers vous dans les prochains jours avec du coup une formalisation du boulot qui a été fait et des 3 mesures. Merci à tous. Encore entrepreneur impact, tu viens, mais oui, là c'est extrêmement méta, quoi. Mais du coup, c'est difficile ce que tu dis là. Et ce que tu disais là à la fin, c'est super vrai aussi. On disait qu'il faut mettre à la nature.
On passe pour l'intérêt général. Et quand tu peux négocier de rajouter ça, c'est pas une simplicité absolue. Justement, je voulais savoir comment tu veux développer il y a pas mal de structures d'innovation. Après, tout dépend. Moi, je suis mentor bénévole, je travaille en entreprise consultante, je suis mentor bénévole. Je connais un peu ce métier et par ailleurs, j'ai des bénévolat, organisation familier, et donc c'était intéressant. Je connais assez bien parce que c'est à la référence des points. Après, tout dépend de ce que tu veux faire. Make Sense, je connaissais bien. Si tu as une idée, tu peux venir sur le site faire un semaine. Il y a des gens comme moi ou d'autres qui sont là pour commencer. Il y a une méthode qui ça réfléchir. Là, c'est après, alors, mon métier, c'est c'est un réseau qui a aussi là, c'est il y a moi, ce qui m'intéresse, mais c'est quoi comme projet? Et il y aura également faudrait que tu vois discuter avec elle. Oui, voilà, mais ils ont pas mal d'impact. Et donc eux, voilà, ça va faire des métiers qui font ça. Et avec eux, on travaille sur la création du référentiel. On reprend des appels de création de référentiel sur des projets même. On peut s'ouvrir un peu. Beaucoup de l'air. Mais on travaille sur ce type de projet-là. Et puis après, on essaie de mener un peu des projets avec des Moi, je suis mentor. voilà, on peut être partenaire et nous, on s'est porté volontaire pour travailler avec eux sur l'impact score, pour les aider à l'intégrer dans des projets. C'est ce que je préconise. Voilà, on est ouvert aussi à... Vous faites aussi un peu de souvent les casquettes sont réunies au sein des organisateurs, mais vous êtes nous, en fait, on a des auditrices, nous, on nous dit dans le cadre des démarches de l'association, des programmes des labels qu'on accompagne. Après, c'est vraiment dans le cadre des labels, pas dans le cadre des projets. Mais après, il n'est pas fermé, s'il y a une autre organisation qui dit, voilà, nous, on a besoin d'une prestation d'audit sur tel sujet. Et on est prêt à vous rémunérer grassement pour ça. Seriez-vous disponible? Non, mais voilà, moi, on est ouvert, il y a plein de choses qui évoluent un peu à l'agence. Oui, des temps longs en termes de financement et assos. Et tu as des besoins demandés à ça. Et donc, du coup, tu as les spots. Enfin, voilà. Par exemple, je crois que c'est la première fois que en tout cas, merci pour cet échange. Oui, c'est un projet là, vraiment le secteur des accompagnateurs. C'était pas trop jargonnant, parce que vous avez la question. C'était en fait, quand on a la citoyen, concurrence avec les et dans celui-là, je trouve que ça va. Après, c'est vrai que peut-être pour un entrepreneur qui arrive et qui découvre un peu, j'espère qu'il n'y avait pas trop de grand public. Normalement, c'est
Et ça, c'est des modèles open source. Tu vois, Hyperloop, tu as entendu parler aussi dans les années. C'est des modèles de transport. Merci beaucoup, ça peut changer. Moi, c'est Adèle. En plus, c'est marrant parce que j'ai ma collègue qui a historiquement fait un stage au groupe Estoré. C'est comme ça. À Paris. Elle s'appelle Pauline Bichard. Elle bossait aussi dans la boîte. C'est ça, j'apprends.